Merci. Alors, avant de commencer la présentation, j'avais une question quand même à M. Maury. C'était, est-ce que ces vidéos, on va y avoir accès? Est-ce qu'elles sont disponibles sur Internet? Est-ce qu'elles vont être diffusées? Ça me fait l'occasion de dire que vous avez peut-être remarqué que nous avons, avec Paul Benoît, un caméraman du Centre de ressources autistes, donc la journée est enregistrée. Si les communicants nous donnent l'autorisation, tout sera en replay sur le site du Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon, très certainement courant la semaine prochaine. Donc vous pourrez voir et revoir, comme on dit aujourd'hui, et puis surtout peut-être des collègues qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, des familles ou des jeunes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui pourront revoir cette journée enregistrée avec normalement la plupart des PowerPoint et, si on a des autorisations, des petits films vidéo qui les accompagnent. D'accord. Donc la réponse c'est oui. Et aussi pour répondre aussi aux questions d'accompagnement, des besoins un petit peu plus spécifiques en dehors de l'emploi, il y a les SLS, il y a les SAMSA aussi, dont certains vont être spécifiques pour la question du TSA et qui vont se développer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Voilà. Pour le mieux possible répondre aux besoins des personnes avec un TSA ou avec un handicap. Donc moi je vais vous parler de l'autisme et de l'employabilité et je vais essayer de rattraper un petit peu le temps pour qu'on ait un maximum d'échanges et que je puisse essayer de répondre le plus possible à vos questions. Alors en introduction, la première définition c'est celle de l'employabilité. Pour le ministère de l'Emploi, c'est la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail, de façon à réaliser de manière durable, chaque mot est important, par l'emploi, le potentiel qu'on a en soi. Elle dépend des connaissances, des qualifications et des comportements qu'on a, de façon dont on s'en sert et dont on les présente à l'employé. Vous avez vu donc le discours positif qui est employé, on insiste sur les capacités, on insiste sur les compétences et sur ce potentiel. Pour l'OMS, j'ai l'habitude de parler de l'OMS, non là c'est l'Organisation internationale du travail, c'est l'aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi et à progresser au travail pour s'adapter au changement. Vous avez dit changement. Parfois, les changements ne sont pas toujours très bien perçus ou pas toujours bien anticipés et donc vont entraîner parfois des difficultés chez les personnes avec des TSA. Alors, il y avait une première étude de Ridvo qui date déjà quand même de quelques années. Ridvo qui est d'ailleurs décédé en 2020, c'était une des personnes qui était très impliquée dans l'autisme et dans la définition de l'autisme et qui s'est beaucoup intéressée à la réhabilitation. Et bien dans ce assez vieil article, il dit déjà très tôt que les adultes autistes sont capables d'avoir une vie de famille et un emploi. À l'époque, ça avait entraîné beaucoup de réactions, pas forcément positives, beaucoup de moqueries par rapport à ça. Et en fait, cet article, il marque le début de la littérature qui est orientée sur la réhabilitation psychosociale. C'est-à-dire toutes les méthodes qui vont aider la personne non pas à diminuer uniquement ses symptômes, mais aussi à favoriser ses qualités et à trouver des solutions pour avancer dans le projet de vie et dans le projet professionnel. Alors, il y a une littérature plus récente qui est encore synonyme d'enthousiasme qui dit que les jeunes adultes parviennent de plus en plus à obtenir des diplômes d'études supérieures, à occuper un emploi à long terme, à vivre de manière indépendante et à entretenir des relations sociales et amoureuses. C'est aussi les grands axes de la réhabilitation et du développement de l'autonomie. Pourtant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'emploi des personnes avec TSA est faible. Alors, la seule chiffre, et peut-être qu'il y a un chiffre largement sous-estimé, et peut-être vraiment, on pourrait dire erroné, c'est celui de 0,5%. C'est le seul chiffre qu'on a actuellement de personnes autistes qui ont un emploi en milieu ordinaire. Largement contesté, je disais, car imprécis parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu de l'emploi qui n'ont pas forcément parlé de leur diagnostic, et puis il y a des personnes qui ne veulent pas non plus les
évoqués et qui ne vont pas rentrer dans ces statistiques. Lorsqu'on regarde dans d'autres pays similaires à la France, les taux d'emploi restent faibles. Donc le défi est entier. En ESAT, 23 000 personnes ont pu intégrer un emploi, ce qui fait environ 5% des personnes adultes autistes. Là, c'est des sources de l'AGFIP qui nous permettent encore une fois aussi d'avoir un petit peu d'espoir. C'est que les recrutements de demandeurs d'emploi en situation de handicap ont augmenté de 26% en 2021, malgré le contexte économique actuel. Il y a 11 000 travailleurs handicapés environ, tout handicap confondu, qui ont été maintenus dans l'emploi au premier semestre 2021, et soit c'est presque une hausse de 20 ou de 20%. Donc ça aussi c'est quand même très intéressant, et probablement ces chiffres vont se généraliser dans les prochaines années, en tout cas on peut l'espérer. Les personnes autistes en emploi, parmi elles, beaucoup travaillent en dessous de leur qualification ou de leurs compétences réelles. Parce qu'on ne reconnaît pas tout à fait quels sont leurs potentiels. Justement, ou alors on ne leur pose tout simplement pas la question. Ils ont souvent un emploi avec un faible nombre d'heures, donc souvent à temps partiel. Ils sont moins rémunérés comparativement, et ils ont également une paie plus faible que leurs collègues non autistes à une position équivalente, ce qui est en fait tout à fait synonyme. Voilà. Donc ce qu'il faut aussi avoir en tête en guise d'introduction, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail bouge, évolue, et qu'il y a de nombreuses mutations qui sont à prévoir. Notamment des changements des normes et des règles de travail. Ça, je vais pas c'est pas mon rôle de le détailler précisément. En revanche, l'évolution des technologies et du numérique, mais aussi la transition écologique, vont entraîner des positionnements dans les métiers différents, des recherches et des besoins différents par rapport aux offres d'emploi. Et puis il faut tenir compte aussi du vieillissement de la population et des conséquences que cela peut avoir en termes de taux d'emploi. Alors, on va d'abord parler des difficultés, et puis dans un deuxième temps, je vous rassure, on parlera des forces. Les difficultés, déjà, en premier point, dans le milieu du travail, c'est des difficultés à maîtriser le processus de candidature, qui est parfois très compliqué, peu clair, avec, vous savez, en France, une large place qui est laissée à l'administratif, avec de nombreux papiers à faire. C'est parfois un vrai parcours du combattant pour les personnes. Les difficultés à suivre un enchaînement d'instructions ou de consignes, ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Les difficultés à communiquer et à interagir avec le collègue, bien sûr. L'autisme est souvent synonyme de difficultés d'interaction sociale qui sont plus ou moins compensées. Et enfin, les difficultés à s'intégrer à la culture de l'entreprise. Il faut vivre ensemble dans l'entreprise, et tout ce qui ne dépend pas du travail, mais qui sont les temps informels du travail. Si on s'intéresse uniquement aux difficultés liées au TSA, il peut y avoir des différences dans le comportement qui vont mettre la personne en difficulté. Et ces différences sont les stéréotypies, les comportements répétitifs qui peuvent avoir un coût pour la personne en termes d'énergie dépensée à essayer de dissimuler les stéréotypies ou bien à les rendre les moins impactantes possibles. Les particularités sensorielles, et la luminosité, le bruit, mais aussi les odeurs sont des choses qui, pour les personnes avec un développement typique, peuvent être gênantes, mais en moindre mesure que chez les personnes avec un TSA. Il y a les difficultés de communication, et puis enfin la rigidité qui est présente pas uniquement chez les personnes avec TSA, bien sûr, mais qui est souvent plus forte. C'est-à-dire les difficultés à changer de routine, à changer d'habitude. Si on s'intéresse aussi aux comorbidités, c'est un terme qui signifie les diagnostics associés les plus fréquemment à l'autisme, on retrouve la dépression,
l'anxiété ou le trouble déficit de l'attention avec sciences hyperactivité et le TDAH, qui viennent impacter encore plus les difficultés d'intégration et qui émaillent aussi parfois le parcours des personnes avec TSA. Lorsqu'il y a un trouble du langage, les difficultés de communication sont malheureusement plus élevées, et lorsqu'il y a aussi des problèmes dans la coordination, avec le trouble développemental des coordinations qu'on appelait auparavant la dyspraxie, là, il peut y avoir des actes du quotidien qui sont difficiles et qui réduisent encore une fois l'autonomie dans le travail. Le niveau de quotient intellectuel, c'est un prédicteur, et ça a toujours été un prédicteur du pronostic. C'est un prédicteur du taux d'emploi, d'accord, mais en fait, il y a plusieurs études qui montrent, et en particulier une étude récente en 2018, qui montre qu'en fait, le prédicteur le plus important, c'est le niveau de compétence sociale. Et donc, s'il y a un niveau de compétence sociale qui est faible, eh ben, il y a un risque de chômage qui est malheureusement plus élevé. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que c'est une cible des interventions médicales ou psychologiques, ou au sens plus large du terme médico-social. Les autres difficultés, ben, c'est aussi le refus de communiquer son diagnostic. Demander de l'aide, c'est quelque chose qui est difficile. Quand on travaille avec les personnes avec autisme, on sait que c'est pas toujours évident, hein, cette capacité à demander de l'aide, à dire je n'y arrive pas, j'ai besoin là d'être aidé, ou alors voilà, là j'en peux plus, il faut que je fasse une pause. Et puis, dans les troubles du neurodéveloppement, quand on a l'habitude de travailler dans ces problématiques, on sait que l'estime de soi est souvent assez faible. Il peut y avoir de l'autodévalorisation, il peut y avoir des difficultés à oser faire des choses, et donc après, c'est le cercle vicieux de l'anxiété et parfois du moral qui baisse. On en a bientôt fini avec les difficultés, hein. Je vous rassure, on va passer à un discours plus porteur d'espoir. Les difficultés liées aux autres, parce qu'on se dit que finalement, il n'y a que les personnes avec TSA qui doivent travailler. Non, c'est pas vrai. L'environnement de travail est souvent inadapté au handicap, et c'est le rôle justement des professionnels qui vont favoriser l'accompagnement professionnel de faire le lien, la médiation dans le lieu du travail, dans l'environnement de travail. Il y a malheureusement, comme dans le milieu général, dans le milieu médical, une méconnaissance de l'autisme. Et donc, ça entraîne des représentations qui sont erronées et donc des comportements qui vont pas être adaptés. Et puis, très souvent dans notre culture, on a tendance à se focaliser beaucoup plus sur les déficits que sur les points forts. L'entretien d'embauche, c'est aussi quelque chose dont on pourrait parler toute la matinée, probablement. Peut-être que ces modalités sont à faire évoluer. En tout cas, c'est une difficulté aujourd'hui qui est majeure pour les personnes autistes. Et pour plusieurs raisons, des difficultés à comprendre l'implicite, et tout l'implicite qu'il peut y avoir dans un entretien d'embauche est très marqué. Quand on parle de la théorie d'esprit, c'est-à-dire les capacités à penser ce que les autres peuvent imaginer, ce que les autres peuvent penser, ou à comprendre les états émotionnels des autres, donc ça c'est une difficulté qui est souvent rencontrée dans l'autisme. Tout simplement l'anxiété qui serait normale pour tout entretien d'embauche, est encore plus forte a priori, chez une personne avec TSA. Bon, encore une fois, j'insiste sur les mauvaises représentations et le manque de connaissances qu'il existe pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement de façon générale par les services de ressources humaines. Pour la personne avec TSA, l'objectif, c'est pas du tout la négociation du salaire, et donc ça pourrait être aussi un petit peu pour certains employeurs, le candidat idéal. Donc, il faut faire attention aussi à cela. Les promotions sont rarement souhaitées aussi dans tous les témoignages qu'on peut avoir à notre disposition. Dans l'emploi, il peut y avoir, une fois qu'il est présent, une fois qu'il a débuté cet emploi, il peut y avoir un risque d'épuisement qui est lié à toutes les méthodes de compensation, toutes les stratégies qui vont être mises en place pour essayer malgré tout de faire tout ce qu'on peut pour y arriver et puis rester le plus longtemps possible dans l'emploi. Et donc, rien que pour ça, du coup, il faut vraiment souligner tous les efforts qui sont faits par les personnes avec TSA.
Les particularités sensorielles sont très fortes, encore une fois, j'insiste là-dessus, entraînent toute cette fatigabilité, les difficultés d'organisation qui justifient la fatigabilité de devoir jouer un rôle social, de devoir participer par exemple aux activités de l'entreprise comme aller à la machine à café, prendre une pause avec ses collègues ou partager un repas. Alors, enfin, les forces, les points d'appui qui vont permettre de favoriser les chances d'accès à l'emploi, c'est déjà de nombreuses qualités. Quelques-unes sont identifiées sur cette diapositive. L'aptitude visuelle et l'attention en détail sont des particularités neuropsychologiques qui font que tout ce qui est visuel représente assez souvent une force chez les personnes avec TSA. Alors, bien sûr, je parle de généralité. Hein. Chaque personne avec TSA a un profil bien particulier. La plupart d'entre vous, vous le savez, mais voilà, ce sont quelques-unes des qualités les plus souvent rencontrées. Il y a une appétence particulière, une importance qui est donnée au respect des horaires, donc il y a souvent un manque d'absentéisme. Il y a aussi une plus grande fiabilité, probablement dans la population générale, et un caractère persévérant. Si on regarde d'autres qualités, il y a aussi la précision, la mémoire, et lorsqu'il y a des intérêts très spécifiques, il peut y avoir dans ce domaine particulier des connaissances précises, détaillées, qui font que la personne va vite devenir une référence dans une tâche en particulier. Et il y a certaines personnes avec TSA qui sont vraiment félicitées pour leur rapport et la facilitation qu'elles peuvent impliquer dans le travail de toute l'équipe. Voilà. Et puis la capacité aussi à changer de point de vue permet aussi dans certains cas une certaine innovation, une certaine créativité. Alors là, on s'est dit, pendant de nombreuses années, il y a des métiers pour les personnes autistes. Et en fait, tout ça, c'est finalement un petit peu, on va dire, très théorique, très différent de la réalité. Parce que les personnes avec TSA ne sont pas seulement des personnes qui vont être douées dans l'informatique ou dans le milieu du classement. Il y a, en fait, on peut imaginer que la personne avec TSA, à partir du moment où elle a un projet professionnel défini, elle peut s'intégrer dans n'importe quel type de métier. Alors, pour Temple Grandin, en 2008, il y avait 3 principaux facteurs de réussite pour la vie professionnelle. D'abord, il fallait donc, bien sûr, s'appuyer sur un environnement et sur des capacités d'autonomie suffisantes, et donc être capable de considérer que l'hygiène de vie et les diagnostics associés devaient être bien maîtrisés. Ensuite, il y avait l'entraînement aux habiletés sociales, notamment pendant l'adolescence et l'âge adulte, était une condition, un facteur de réussite pour se tourner vers l'emploi. Puis, la capacité aussi de développer ses points forts, qu'on leur donne l'opportunité de développer leurs points forts. Et qu'on ne se concentre pas, et je reviendrai, qu'on ne se concentre pas uniquement sur la diminution des difficultés. Ce qui a longtemps été l'approche médicale dominante pendant de nombreuses années. Si on continue un petit peu dans la recherche de ces facteurs de réussite, on a la quotient intellectuelle, qui finalement c'est le reflet des capacités d'adaptation de la personne, quotient intellectuel. On a aussi le nombre de diagnostics associés. Plus il y a de diagnostics associés, plus on va passer de temps donc à vérifier les conditions et donc aussi à essayer de diminuer le poids de ces diagnostics associés. Le niveau de langage, dans la même façon que le quotient intellectuel. Et puis, c'est l'occasion pour moi aussi de rappeler le soutien des familles, le soutien des aidants, qui est déterminant dans le parcours des personnes avec TSA. Alors, on pense aussi au risque d'épuisement des personnes qui accompagnent, mais c'est souvent, c'est presque évident ce que je dis, mais si les personnes sont très isolées, elles vont avoir énormément de difficultés aussi à
à suivre tout ce parcours. Et on voit que le parcours est compliqué encore. On voit que le parcours n'est pas parfaitement fluide. Alors, j'entends, et grâce à la présentation de M. Maury, qu'il y a une volonté d'unification et de simplification du parcours pour toutes les personnes, quel que soit leur niveau de handicap à la base. Voilà. Et puis, bien sûr, il faut compter aussi sur toutes les personnes qui vont aider à cette insertion, au maintien de cette insertion. Je pense qu'on va en parler cet après-midi avec les nombreux témoignages. Alors, voilà, il n'y a pas que le travail, on a parlé de l'autonomie, le logement, mais aussi avoir la possibilité d'effectuer des transports de manière facilitée, c'est très très important. Alors, dire ou ne pas dire, quelle est la question? En fait, c'est très important, cette question-là, parce qu'elle est souvent au cœur des premiers échanges autour, quand on parle de l'emploi. Mais oui, mais est-ce que je vais dire que je suis autiste? En fait, il y a une étude américaine sur laquelle je m'appuie très souvent, et qui quand même recense plusieurs centaines de témoignages, qui dit que lorsqu'on parle du diagnostic, on a 3 fois plus de chances d'être bien intégré. Ah, mais est-ce que je vais leur dire que je suis autiste? Parce que autiste, parfois, ils ne savent pas ce que ça veut dire et donc ils risquent de me stigmatiser. On n'est pas obligé de parler d'autisme. On peut parler, déjà parfois le terme Asperger est encore associé à des représentations plutôt positives, mais on peut parler tout simplement de ces difficultés. Voilà, moi j'ai des difficultés dans les interactions sociales, ou alors j'ai des particularités sensorielles. Voilà. Parler d'un diagnostic, c'est ça, c'est pas qu'un diagnostic médical. D'ailleurs, le terme a été employé tout à l'heure aussi par monsieur Moin. Alors, on pourrait faire la liste de tous les aménagements qui peuvent exister en entreprise. En voici quelques-uns. On aura peut-être l'occasion d'en parler aussi après, mais à la mode des open space, avoir un bureau individuel quand on est une personne avec TSA, ça peut être super important, à cause des particularités sensorielles notamment. Tenir compte de la fatigabilité, peut-être encore plus que pour les autres travailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on tient compte de la fatigabilité pour une personne avec un handicap dans une entreprise, les aménagements peuvent aussi bénéficier à tous les autres travailleurs, même ceux qui n'ont pas de handicap. Accepter le manque d'intérêt fréquent pour les activités sociales, je parlais tout à l'heure de la machine à café ou d'autres moments un petit peu qui rythment les temps sociaux. Planification de l'activité du salarié le plus en détail possible. Vous savez que lorsqu'on parle d'autisme, on parle très très souvent de structuration, mais c'est important aussi d'anticiper tout ça, avoir un programme très net, très détaillé, ça permet souvent de diminuer l'anxiété. Une idée que je trouve bien, c'est de pouvoir aussi avoir un référent, un tuteur, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer pour tout simplement, s'il y a un problème, je sais que mes pas vont me diriger tout de suite vers cette personne-là. Et je pourrais poser des questions tout de suite à cette personne. On est bon, du temps. Planifier des bilans réguliers aussi, ça c'est intéressant d'avoir un retour positif sur ce qu'on fait. Et c'est pas toujours le cas quand on travaille en entreprise. Et puis aussi dire, voilà quels sont les points à adapter. Alors, il y a très souvent des bilans qui sont faits en entreprise, mais là, l'idée c'est de les faire plus régulièrement, avant les difficultés. Être capable de dire voilà ce qui va bien. Et si je fais référence à l'entretien d'embauche, ne pas s'arrêter à la première impression. Alors, il y a une fiche pédagogique du Centre de ressources autisme Nord-Pas-de-Calais qui travaille à la question de l'employabilité depuis de nombreuses années, qui cible 11 conseils pour manager une personne avec TSA. Je vous recommande cette fiche qui est très pédagogique, qui est très claire, très didactique. Et des fiches pédagogiques, maintenant, il y en a plein sur Internet. Et je pensais à la question tout à l'heure de M. Marandi. Et je pense qu'il y a aussi une fiche pédagogique qui a été faite par Pôle emploi, et qui est très claire et qui est très bien justement pour former, en tout cas pour sensibiliser les acteurs de l'emploi qui ne connaissent pas trop l'autisme.
voilà, le lien pourra être aussi diffusé par la suite. Alors, la formation est essentielle aussi quand on s'intéresse au développement de l'emploi. Et dans les universités, le docteur David tout à l'heure nous parlera du dispositif ASPI Friendly. Il y a aussi de plus en plus des technologies ou des moyens qui vont aider à mieux cibler le profil d'orientation des personnes avec TSA. Et puis les réflexions, des parcours qui sont de plus en plus facilités. J'entendais parler tout à l'heure de ce lien entre les ULIS et les missions locales. Voilà, pour conclure ou ne pas conclure, l'enjeu aujourd'hui c'est de parler des forces beaucoup plus que de toujours insister encore une fois sur les difficultés. Et le schéma qui vous est présenté ici nous invite à passer du modèle médical classique où on s'intéresse aux symptômes, où on va essayer de résoudre des problèmes en compensant les faiblesses et qui ne fonctionne pas très bien sur l'employabilité, à un modèle de réhabilitation psychosociale qui est aujourd'hui au cœur des soins qu'on peut proposer en psychiatrie, en particulier dans notre service à l'UDSA, à l'UTSA, qui donc, pour rappel, l'UTSA c'est l'unité diagnostique et des soins pour l'autisme à l'âge adulte. La réhabilitation psychosociale, elle va favoriser les opportunités. Et donc, c'est donc faire des tests, en fait, et voir, ne pas se limiter. Et donc, toutes ces stratégies-là, elles ont, depuis longtemps, depuis de nombreuses années, et pas que dans le domaine du TSA. Quand on s'intéresse à la psychiatrie en général, on sait que l'emploi est favorisé et que, notamment, la qualité de vie, par l'intermédiaire du bien-être au travail, est plus forte. Donc, en résumé, pour travailler une personne avec autisme doit définir son projet professionnel en fonction de ses compétences et de ses intérêts. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi ici qui sont d'accord avec moi que les personnes autistes ont besoin que les représentations sur l'autisme évoluent, qu'elles changent, mais c'est en bonne voie, et c'était déjà quelques années que ça va dans le bon sens. Mais il faut continuer les efforts pour lutter contre la stigmatisation notamment. Et il y a aussi la confiance, qu'on peut s'appuyer sur des professionnels qui vont nous aider dans le parcours. Il y a plusieurs personnes ici qui peuvent en témoigner. Et puis moi je voudrais que si on arrive à dire que il y a beaucoup de pardon, je suis un peu soufflé pour avoir essayé de rattraper mon retard. Les personnes avec TSA nécessitent une motivation encore plus élevée que dans la population générale. Et rien que pour ça, je pense que du coup, s'il y a des applaudissements, je pense qu'il faut les tourner vers les personnes ici et leurs familles qui ont parfois beaucoup de difficultés et qui réussissent aussi malgré tout à s'insérer. Voilà, merci pour votre attention.